Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de notre programme de ce dimanche 3 novembre et nous vous invitons à suivre tout de suite On en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Megouin. Valentin Floquet. Elisa Dufaux. Pour vous présenter On en parle à Taïwan de cette semaine. Alors aujourd'hui, nous allons dans beaucoup d'endroits différents. Nous allons à New York avec une course à pied. Nous allons aussi dans l'eau. Oui, à Taipei. Pas très loin. Oui. Et de mon côté, on va aller en Inde. En Inde. Voilà. Waouh. Donc on voyage, c'est on en parle à Taïwan universel, on pourrait dire. Tout à fait. Alors, qui souhaite commencer? J'ai bien envie d'écouter ton sujet, en fait, qui m'a beaucoup intéressée. Voilà, je voulais vous parler d'une exposition qui fait polémique en ce moment. Il s'agit d'une exposition intitulée Art Aquarium in Taipei qui doit se tenir dans le quartier de Xinyi à partir du 25 novembre pour une durée de 6 mois. En plus, c'est dans un centre commercial. Oui, c'est ça. C'est au 7e étage de ATT for Fun. Voilà, c'est une exposition qui vient tout droit du Japon avec des aquariums de différentes formes, avec à l'intérieur donc différents de poissons d'aquarium ou des poissons dits d'ornement, avec des jeux de lumière, de couleurs et de la musique. Voilà. Bon, il y a un petit problème, c'est que, bon, comme on peut voir dans l'expression poisson d'ornement, c'est que c'est... Poisson d'ornement. Oui, voilà, c'est... Cette expression, voilà, rattache des êtres vivants à des valeurs d'ornement, de décoration qui d'habitude sont plus attribuées à des objets. Oui. Et plusieurs groupes de la société civile taïwanaise se sont assemblés justement pour dénoncer le concept de l'exposition, ainsi que les conditions de vie des animaux dans cette exposition Art Aquarium in Taipei, et pour appeler justement à sa suspension. La Société protectrice des animaux de Taïwan, la SPCA, a aussi vivement critiqué cette exposition. Elle a parlé de cruauté déguisée en art, et elle a déclaré aussi qu'il s'agissait de la pire démonstration éducative de ce qu'est le bien-être animal. Donc en fait, il faut savoir que cette exposition faisait déjà polémique au Japon. Elle est critiquée depuis un certain temps parce qu'elle met en scène, selon ses détracteurs, la maltraitance animale, puisque ce sont des poissons qui sont exposés dans des conditions pas très optimales. Je vais vous en parler tout à l'heure. Oui, oh, d'accord. Okay. Voilà. Et alors, plusieurs personnes qui ont visité l'exposition ont trouvé des poissons visiblement malades ou morts dans les aquariums, des poissons qui flottaient. Et donc, ils se sont un peu... ils ont critiqué les organisateurs en disant que voilà, l'argent des tickets payés par les visiteurs servait en fait à renouveler les poissons morts en raison des mauvaises conditions pour les remplacer avec de nouveaux qui connaîtront peut-être ensuite le même sort. En fait, on sait de toute façon, ce genre de poissons d'aquarium, ça reste très sensible en fait. C'est des petites natures, on sait en fait. Donc c'est déjà difficile à les élever de manière appropriée, ne serait-ce d'oxygène, échanger d'eau, ce genre de choses en fait. Et du coup, pour des J'ai jamais eu de poisson à la maison, donc je ne sais pas trop. Du coup, pour des expositions qui durent sur 6 mois, avec beaucoup de problèmes de jeux de lumière et de son, c'est difficile en fait. Oui, c'est ça. La Société protectrice des animaux a rapporté une analyse d'un vétérinaire taïwanais qui est spécialisé dans les poissons, justement, Pan She-Ying. Voilà, il a expliqué que les poissons étaient élevés dans un environnement avec de nombreux changements lumineux, donc de la lumière, mais aussi beaucoup de changements et beaucoup de bruit. Il y a aussi le fait que les aquariums sont trop petits, trop monotones pour les poissons, c'est-à-dire qu'il y a un manque de végétation ou de relief pour les stimuler. Et les poissons sont aussi beaucoup trop nombreux dans chaque aquarium, donc il y a une trop forte densité de poissons. Et tous ces facteurs-là font que les poissons ont l'air fatigués ou voire flottent ou meurent quoi, dans ce genre de conditions. Donc là, on parle de luminosité, c'est vraiment des lumières artificielles en fait, c'est même pas la lumière du jour en fait. Ah ben bien sûr. Oui. Donc c'est des expositions qui se passent dans des salles noires, des pièces noires. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi des aquariums qui sont en forme de colonne ou en forme de rectangle mais fin. Enfin, des formes d'aquarium qui sont un petit peu bizarres, où les poissons ne peuvent pas trop évoluer de manière naturelle. Du coup, le poisson est censé de faire des... Mais en rectangle, mais fin, en fait, comme on dirait une unité centrale d'ordinateur. Voilà. Et donc, la Société protectrice des animaux a contacté le bureau de la protection animale de la ville de Taipei pour demander si les organisateurs de l'exposition avaient ou non soumis une demande de permis pour mettre en scène ces animaux. Le bureau a répondu que
en fait, les conditions étaient remplies tout simplement parce que selon la législation taïwanaise, quand les expositions d'aquarium ne dépassent pas un volume total de 30 mètres cubes, les organisateurs des expositions n'ont pas besoin de faire approuver, n'ont pas besoin de demander de permis spécial auprès des gouvernements locaux. D'accord. Donc là, le volume ne dépasse pas cette masse-là, donc c'est bon. Le bureau de la protection animale a déclaré qu'il avait quand même proposé à l'organisateur de suspendre l'exposition ou de remplacer par des faux poissons. Oh. En les avertissant qu'il y aurait aussi peut-être des manifestations importantes au sujet de l'exposition. Mais bon, comme on peut s'y attendre, les organisateurs n'ont pas... tant qu'il n'y a pas de contraintes ou d'obligations, ils ne vont pas arrêter un plan comme ça. J'imagine que l'exposition est préparée depuis plusieurs mois, voire plus. Donc le bureau doit donc se contenter de visiter régulièrement l'expo pour contrôler s'il y a des poissons malades ou morts, auquel cas il y aura des amendes qui pourront être distribuées. Mais bon, selon le communiqué de la Société protectrice des animaux, le bureau de la protection animale de Taipei pense que les méthodes d'exposition sont inappropriées, donc il reconnaît que les conditions ne sont pas optimales, et il souhaiterait aussi faire suspendre l'exposition, mais cela n'est pas possible parce que l'exposition ne viole pas en fait la législation qui est actuellement en place. Je me demande si beaucoup de pays ont ce genre de loi en fait pour interdire la masse d'eau nécessaire pour faire une exposition des poissons je ne sais pas, mais je sais qu'il y a une tendance, c'est ce que disait aussi la Société protectrice des animaux, c'est que cette exposition n'est pas vraiment en accord avec son temps, puisque les temps changent, et c'est vrai qu'il y a une tendance à l'international à faire, en tout cas dans les pays développés, à faire fermer les parcs, pas faire fermer les parcs aquatiques, mais en tout cas, par exemple, quand il y a des parcs d'attractions, à faire en sorte qu'il n'y ait plus de spectacles avec des dauphins, des choses comme ça. Oui. Parce que voilà, ça entraîne des mauvaises conditions c'est ce que Taïwan a passé récemment, en fait. Et tout ça. Oui, c'est ça. Et Taïwan aussi a eu ça, mais ça ne concerne pas les poissons d'aquarium. Et alors, il faut savoir que cette exposition a été ouverte en 2020 et qu'elle est depuis devenue une exposition permanente au Japon. Et donc, bien entendu, elle a suscité des protestations, mais des améliorations ont été faites suite à cela. Et il y a eu moins de décès de poissons après ça. Par contre, le vétérinaire qui était interviewé a indiqué que même si dans l'exposition japonaise, le nombre de poissons morts a baissé ou s'est stabilisé, en fait, cette exposition qui doit s'ouvrir à Taipei, elle est nouvelle. Et donc, la qualité de l'eau étant aussi instable, les poissons seront sans doute exposés à un stress important et également en raison du transport et notamment de la densité de poissons qui sont stockés en un même endroit avant d'être acheminés sur le lieu de l'exposition. Donc voilà, autre chose qui inquiète aussi les militants de la cause animale, c'est qu'on ne sait pas ce que deviendront les poissons après le démantèlement de l'exposition. Mais si c'est une exposition permanente, c'est que ça Non, ça c'est au Japon, l'exposition permanente. Ça doit rentrer au Japon, non ? Non, c'est parce qu'en fait, l'exposition permanente, elle reste au Japon pendant ce temps-là. Elle n'est pas fermée. Elle est pas... Ok, c'est pas un prêt, en fait. Non. Donc, est-ce que ces poissons d'ornement seront justement comme des belles fleurs qu'on expose, simplement jetées après comme des objets ça, c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, il n'y a pas eu de réponse à ce niveau-là. Donc, l'exposition va commencer bientôt et normalement... Le 25 novembre. Donc on verra s'il y a plus de... S'il y a des manifestations ou ce genre de choses, je pense qu'il y en aura probablement. Donc, à part le boycott des visiteurs, au niveau de loi, il n'y a pas de possibilité d'arrêter l'exposition, en fait. Oui. Et en plus, je pense que les poissons sont en train d'arriver à Taïwan, en fait, je pense. Sans doute, une position... Je suis même pas sûr qu'ils viennent du Japon. C'est même pas sûr. Peut-être partiellement ou peut-être que non. Je pense que c'est vraiment des poissons assez communs. Donc, c'est locaux en fait, qu'on trouve facilement à Taïwan. Poissons de ce genre-là. C'est pas des poissons exceptionnels en fait. Donc c'est pas réalisé ça, je sais pas s'il y a pas des poissons un peu plus... D'accord. Mais en tout cas, c'est pas fait dans un but éducatif. Non, c'est vraiment juste dans un but de profit, quoi. Oui. Artistique officiellement, mais voilà. Ce serait intéressant. C'est bizarre quand même d'avoir de l'art où on expose des êtres vivants.
Enfin, les êtres vivants ne sont pas des objets d'art, en fait. Oui, c'est tout à fait. Et du coup, je sais pas, on va voir comment vont réagir les visiteurs qui seront sur place, parce que d'après les images ou des vidéos qu'on voit en ligne, c'est pas quelque chose d'extrêmement joli, en fait. C'est vraiment très artificiel, que ce soit au niveau de son ou de lumière. Donc, c'est pas vraiment en coordination avec les poissons. Mais ça, c'est peut-être aussi tes goûts, mais peut-être qu'il y a des gens à qui ça plaît, et sans doute d'ailleurs, parce que sinon, cette exposition ne serait pas importée ici. Ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent aimer ça. Ouais. Je pense que c'est importé ici parce que ça n'existe pas à Taïwan. Et du coup, je pense que c'est le fait que ce soit dans un grand magasin, c'est pas... c'est étonnant, en fait. C'est tout simplement étonnant. Voilà. Donc, c'était une exposition sous l'eau. Oui. Et moi... tu voulais nous parler de New York, c'est ça? De New York. En fait, pour parler du grand coureur taïwanais Luo Weiming, on a déjà eu l'occasion de parler de lui. On en parle à Taïwan, je pense. Moi, je ne le connais pas. Parce que c'est un monsieur qui est né en 1964. Donc, il a déjà plus de 60 ans cette année. Il a 60 ans cette année. Et il vient de réaliser sa 3e course d'ultramarathon. Wow. Là, je sais même pas si c'est ultramarathon. Je sais pas comment qualifier cette course. Si, c'est ultramarathon, le terme officiel. Parce que c'est sur 4989 kilomètres à réaliser. 4989 kilomètres. Ouais. Oui. Comment c'est possible? N'est-ce pas? On va voir ça. Après, il y a du vélo aussi. Non, même pas. Non, c'est que de la course à pied. Quoi? En fait, la course s'appelle Self Transcendence 3100 miles. Donc, c'est la course la plus longue à pied reconnue au monde. Ça a été créé en 1996. Et au début, c'était sur une distance de 2700 miles, donc 4300 km. Et dès l'année suivante, en 97, c'est étendu à 3100 miles, donc 4989 km. Et le record du monde de cette distance est détenu par un Finlandais, Ao Aalto, j'espère que je prononce bien son nom, qui a réalisé cette course sur 40 jours, 9 heures, et 6 minutes et 21 secondes. C'était en juillet 2015. Les gens dorment quand même ou... Voilà. Oui, ok. Alors, c'est fou. Oui, et Luo Weiming, donc le monsieur qui a 60 ans, c'est un coureur taïwanais qui vient de participer en fait cette année pour la 4e fois à cette course à pied. Et là, il a réalisé un score de 45 jours, 12 heures, 37 minutes et 55 secondes. Et il était la 3e dans sa catégorie. Il vient de faire le record du monde pour les plus de 60 ans. Et en fait, son meilleur score a été accompli en 2022, où il avait fait quasiment 5000 km en fait, en 45 jours, 8 heures 41 secondes et 41 minutes et 27 secondes. Voilà. Et on peut tout de même préciser les conditions de cette course. C'est donc sur environ 5000 km et autour d'un lycée dans le quartier Queens de New York. Et il est nécessaire de terminer cette course en 52 jours. Et tous les jours, on peut commencer à 6 heures du matin et on doit terminer au plus tard à minuit. Donc, au maximum, un coureur est en mesure de courir, est autorisé à courir sur 18 heures par jour. D'accord. Et les gens font juste des tours de stade, c'est ça? Le tour de pâté de maison, en fait, d'un lycée. Le tour d'un pâté de maison pendant 45 jours. Ouais. Mais quelle horreur. C'est surtout autour d'un lycée, en fait. J'arrive pas à imaginer. Non. Parce que du coup, cela consiste à faire 883 mètres pour un tour. Donc en tout, il faut faire 5649 tours. Tu peux le faire les yeux fermés au bout d'un moment, je pense. Je pense qu'il y en a qui courent en dormant. C'est possible. C'est pour ça le monsieur Luo Weiming a précisé qu'il ne s'agit pas pour lui une compétition. Il s'agit pour lui plutôt quelque chose qu'il souhaite réaliser en même temps que les autres.
Donc, son objectif n'est pas de réaliser le meilleur score pour lui-même, en fait. C'est de le faire pour lui-même. Et il a dit aussi, le fait de revoir le même paysage durant 50 jours, ça lui permet de réfléchir sur différentes choses de la vie. Donc, c'est plus un penseur. C'est plus un philosophe qui réfléchit en courant. J'avais vu qu'il méditait en général en courant. Parce que, tous les jours, presque 12 heures, au bout d'un certain temps, on se demande ce qu'on fait, en fait, je pense. Et le même parcours, en plus. C'est différent des marathons en général. C'est la lassitude, c'est tout ce genre de choses. C'est une routine qui s'installe et ça permet vraiment ça impose aussi un petit peu de faire autre chose, et souvent ça passe par la pensée. Ouais, et du coup, c'est pour ça fait plaisir. Et il est toujours accompagné de son épouse qui s'occupe de ses alimentations, de son massage, ce genre de choses. Et au début, son épouse avait du mal aussi à comprendre pourquoi faire cette course. Mais elle a déclaré aux médias qu'elle est habituée qu'on traite son mari comme un fou. Parce qu'il apparemment, il est très déterminé dans tout ce qu'il fait. En fait, une fois qu'il a commencé la course, il a aussi décidé de faire comment on appelle ça, il y a des boules de la pâte à modeler, de la poterie, des boules en fait anti-stress là, les boules qui sonores en métal. Pour entraîner les petits muscles en fait. Souvent c'est ça en fait, c'est utilisé par des personnes âgées. Et il s'entraînait à courir à faire ses courses de marathon en tournant dans les deux mains 5 boules. Chacune main, 5 à la fois en fait. Et une fois il a réussi à faire ça, il a échangé, c'est devenu une grande, je dirais même un ballon en fait, mais également en métal, qu'il a réussi à courir avec, sans que ça tombe. Pourquoi faire ? Voilà, c'est pourquoi. C'est pour ça son épouse. C'est pour entraîner ses mains, c'est ça, muscler ses mains. Ouais. Et c'est pour ça son épouse s'est dit qu'elle est habituée à ce qu'on traite son mari comme un fou en fait, parce qu'il est pas fou, il est original. Il est original, il se donne des défis. Et en fait, il a commencé à faire la course à pied uniquement après sa retraite. C'était un ancien militaire de la marine. Et c'était un homme d'affaires pour qui il travaille par la suite, qui lui a conseillé d'aller faire des courses à pied, considérant ses conditions physiques excellentes. Ainsi, il a terminé sa première course de marathon uniquement en 2002. Et là, il avait fait le 42 mètres en 4 heures. Donc, c'est pas un record... 42 km. Oui, c'est pas un record particulièrement excellent non plus. Mais pour information, un marathon se court presque en 2 heures maintenant. Oui, et du coup, dès 3 années après, il a commencé à faire son premier ultramarathon, à faire 100 km. Et donc, pour les courses, ce genre de courses... vraiment qui dépasse le marathon normal. Il en a fait au moins une dizaine de fois et il participe à toutes les courses possibles à Taïwan et aussi à l'international pour s'entraîner. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez le sommet de Taipei, Qixing-shan en fait, qui est la montagne la plus haute, je crois c'est 800 ou 700. Elle est à 1096 mètres, je crois. 1080, ok, ouais, ça monte à 1000. C'est un peu plus de 1000, oui. Son entraînement quotidien, c'est de faire 3 fois aller-retour. D'accord. Déjà en peine à monter. Je crois que j'ai déjà croisé. Oui, on voit beaucoup de gens qui courent en montagne. À Yangmingshan. Oui, mais son objectif, c'est pas courir jusqu'au sommet et redescendre. C'est de le faire 3 fois dans la journée, en fait. Du coup, c'est quelqu'un absolument incroyable, en fait, dans sa détermination, je pense. Oui. Il y a encore un petit détail, je pense que tu vas y venir, mais il y a un petit détail. Oui, vas-y. Tu sais comment il court, avec quoi il court ? Oui, c'est ça aussi. Il court avec des sandales, en fait. Voilà, avec des flip-flops. Ouais, des tongs, tout simplement. Oui, c'est une sorte de ton spécialement conçu pour les sports. Ouais. Et je connais beaucoup de personnes qui courent des marathons avec ce genre de tongs, en fait. Apparemment, oui, j'ai déjà vu ça. C'est un peu en caoutchouc, c'est ça ? C'est un peu en caoutchouc et un petit peu sous forme de V, en fait. Oui. Et qui abîme pas les pieds. Apparemment, il emmène toujours plusieurs paires de tongs de ce genre
lorsqu'il fait des courses à New York, par exemple, et il en a déjà partagé avec d'autres coureurs blessés au pied et qui ont admiré la qualité, en fait. En tout cas, c'est quelque chose... Ce sont des tongs taïwanaises, c'est ça? Voilà, et ça se vend... C'est une marque taïwanaise, ça s'appelle Crocodile Mère et Fils. Et ça se vend peut-être à l'international aussi, c'est pas des tongs très très bon marché, mais c'est très confortable. Et c'est avec ça il court habituellement, en fait. Donc, c'est un détail à ne pas négliger, effectivement. À chaque fois, c'est quand même assez... dans les articles que je lis sur le sujet, j'avais déjà fait... j'en avais déjà parlé, je pense. Avant. Je crois peut-être sur une publication Facebook ou autre. Et c'est vrai que là... Bon, déjà, c'est assez visuel, hein, les photos. Ça, c'est sympa. C'est dans un quartier avec pas mal de briques rouges, etc. Oui. Donc, c'est assez sympa, le cadre, quand même. Et c'est vrai que ces tongs-là... ça se démarque. À chaque fois, c'est le sujet qui ressort dans les articles. Déjà, on a du mal à imaginer qu'on peut courir avec des tongs. Ouais. Et que... Encore moins 5000 km. Encore moins 5000 km. Voilà. Les gens qui habitent dans le quartier, ils doivent quand même trouver ça bizarre. Tous les jours, ils rentrent pendant plus d'un mois. Presque 2 mois. Et il y a des gens qui courent autour de chez eux. Tout à fait. Ça doit être, au bout d'un certain temps, doit être assez fatigant, en fait. Surtout si ça a lieu chaque année. Oui. Voilà, donc notre... non, mais c'est fort quand même. À New York. Maintenant, on part en Inde. On part en Inde, tout à fait, puisque bon, là, on va parler un petit peu plus tech. On va parler d'iPhone. Et on va parler... iPhone 16, c'est tout ce que je connais. Enfin, je sais qu'on est arrivé à iPhone 16. Voilà, là, on va parler de l'iPhone 17. 7 Ah, bah c'est... 17. Ah, j'allais dire, le 7, c'est celui que j'ai. Voilà, c'est 10 générations après. 10 générations d'iPhone, puisque on est en train de prévoir déjà la fabrication des iPhone 17. Apparemment, c'est une nouvelle révolution au niveau de technologie. Oui, apparemment. C'est encore des rumeurs à ce niveau-là. Là, on s'intéresse plus à la partie industrielle et une entreprise taïwanaise qui s'occupe de la fabrication de ces téléphones. TSMC ? Non, Foxconn. Et donc, Foxconn, jusqu'à présent, faisait l'assemblage en Chine, dans l'usine de Zhengzhou. Et là, donc, pour la première fois en 2025, la préparation de la première production va être faite en Inde. Voilà. Donc c'est quand même un gros changement. Il y a déjà certains iPhone 16 qui étaient produits en Inde, mais pas sur la première production qui est très attendue et qui doit être parfaite en général. Et là, c'est toute la conception, c'est-à-dire que en général, Apple aux États-Unis donne un échantillon et après, faut améliorer et remodifier toute la conception de l'iPhone pour qu'il soit mis en production et que qu'il puisse être fabriqué à la chaîne. Oui. Et donc, y a la reconception d'origine est toujours faite en Chine avec les équipes de Foxconn chinoises, les cadres taïwanais, mais en Chine. Et là, cette fois, donc, ce sont les cadres taïwanais en Inde avec les équipes d'ingénieurs indiennes qui vont s'occuper de ça. Donc c'est un peu une petite évolution. Alors ça me permet aussi de revenir un petit peu sur toute l'histoire de Foxconn ces dernières années avec la Chine et de cette fameuse usine de Zhengzhou. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, ça fait pas mal d'actualité. Il y a eu des problèmes de droits de travailleurs, en fait, d'abus d'employés. De grève même, non? De grève. En fait, la grève, c'était pas vraiment... Les suicides, même. Alors, les suicides, c'était il y a très longtemps. C'était à Shenzhen. C'était dans l'usine où il y avait plus d'1 million d'ouvriers. D'accord. Donc c'était une ville à Shenzhen, c'était énorme. Fou. Ça dépasse la taille de beaucoup de villes moyennes ou petites villes taïwanaises, en fait. Personnes, oui. Ouais. Et même en France, il y a très peu de villes qui font plus d'1 million d'habitants. Et c'est incroyable parce que voilà. Donc ça a été après déporté un petit peu de la fabrication. Une partie donc de cette équipe est parti à Zhengzhou sur un nouveau site. D'accord. Et il y a eu un nouveau scandale en 2022 à l'époque du Covid où il y a eu un genre de confinement des ouvriers où ça avait été très visuel parce qu'on voyait des dizaines d'ouvriers repartir dans les champs à pied et avec leurs valises. Et on voulait les interdire, non? Oui, voilà, ils voulaient pas les faire ressortir, etc. Mais c'était des restrictions. Il y avait beaucoup de gens qui venaient d'autres provinces de Chine qui étaient pas aisés et qui en fait n'avaient pas
eux, ils n'avaient pas le choix que de travailler, parce que leur famille dépendait d'eux, et donc ils voulaient partir, mais ils étaient confinés. Ouais, ils ne pouvaient pas partir. C'était assez dramatique, quoi. Alors, il faut savoir que c'est très saisonnier, au final, la production d'iPhone, et que ces ouvriers-là sont donc justement des gens qui sont pris un peu partout en Chine, parce que c'est 50 à 100 000 personnes qui sont recrutées sur 5 à 6 mois pour faire de l'assemblage. Il faut dire que Foxconn est une société dans ce genre d'assemblage marche surtout avec des marges très petites, en fait, commercialement parlant, ce qui fait que le plus ils peuvent réduire leur coût de revient au niveau de la main-d'œuvre, le mieux c'est, en fait. Oui. Et en même temps, on en parlera parce que là, il y a eu un article qui est sorti en août sur la dernière génération de personnes. Là, pendant le Covid, en plus, là, c'était particulier. C'était des personnes qui étaient payées même en manutentionnaire, c'est-à-dire des gens qui font juste de l'emballage ou mettre les téléphones dans du plastique ou juste coller les boîtes. Ils étaient payés quand même 9 000 RMB. C'est pas un petit salaire en Chine pour de la manutention. Ça fait quoi 9 000 RMB ça fait un peu plus de 1 000 euros. Ok. Donc c'est vrai que Foxconn est obligé de faire des propositions avec des hauts salaires parce que sinon il y aura jamais assez de personnes qui viendront. Donc c'est aussi la balance entre ces deux choses-là. Dans ce sens, oui. Pour vous donner une idée, moi je parle d'il y a 10 ans, donc ça a quand même beaucoup évolué depuis. Dans une usine dans laquelle je travaillais, on payait les gens 900 RMB par mois. Donc c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. Récemment, j'avais vu que dans certains domaines, par exemple dans les chaussettes, où il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a 2-3 ans, c'était aussi 9 000 RMB. Mais c'est des salaires très élevés pour juste de la manutention ou des emplois non qualifiés. Voilà. C'est pour remettre aussi un petit peu une perspective. C'est de l'intermittent, c'est de la saisonnier en fait. Ouais, c'est saisonnier, donc c'est que sur une courte durée, c'est aussi pour ça. C'est un peu des ouvriers, ce qu'on appelle les ouvriers mercenaires en Chine. C'est-à-dire qu'ils vont toujours sur des missions appel d'offres avec la plus haute valeur. D'accord. Ce qui est logique aussi en fait. Voilà. Mais bon, voilà, c'est ça. Et donc là, il y a récemment, donc ils ont fait il y a eu un article donc il y a eu la nouvelle saison pour l'iPhone 16 et la fabrication de l'iPhone 16 qui a commencé en août dernier en Chine. Et donc, ils ont recruté 50 000 personnes. En Chine ou en Inde ? En Chine. En Chine, parce que c'est la nouvelle saison en 2025 pour l'Inde. Et donc, il y a eu 50 000 personnes qui ont été recrutées. Donc, c'est toujours entre 50 000 et 100 000. Hein. L'usine complète, c'est 400 000 personnes. Et les intérimaires sont là donc d'août à décembre, pendant le lancement d'un nouveau produit. Et donc là, 50 000 personnes, ils y sont payés 8 000 RMB. Un petit peu moins que pendant la période de Covid, puisque pendant le Covid, il fallait garder c'était des beaucoup gens, plus difficile d'attirer les gens. Voilà. Donc ça continue. Hein. Foxconn a fait aussi des nouvelles ouvertures de projets aussi à Zhengzhou, notamment un centre de recherche, de développement et de recherche. Donc c'est un peu mitigé, quoi. Il y a certaines choses qui bougent en Inde parce que Foxconn et Apple ne veulent pas avoir qu'un seul point de production. Ni que ce soit en Chine vis-à-vis des États-Unis, en fait. Et pour finir, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu aussi un autre scandale récemment, ce qui précipite un peu ce mouvement en Inde, c'est l'arrestation de 4 cadres taïwanais à Zhengzhou par un policier un peu reconnu pour faire des opérations coup de poing. Et les circonstances sont un peu bizarres parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir le mandat d'arrêt de la part de la Cour de justice et ils ont fait quand même l'arrestation. Donc il y a une histoire un peu étrange dans ce cas-là. Ça a précipité le déménagement. En fait. Je pense que ça pousse aussi Foxconn à partir plus vite pour certaines opérations. Oui. Voilà, on doit conclure. Déjà, on en parle à Taïwan de cette semaine. Le temps passe vite. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Meguang. Valentin Floquet. Elisa Dufaux. Bye bye.